Je connais des parents biologiques, hétérosexuels, qui martyrisent leurs enfants. Deux papas ou deux mamans, bonjour les dégâts, bien sûr. Mais quand il y a un papa et une maman, et que le papa, c'est souvent comme ça que ça se passe, est alcoolique, quand il tape les enfants, vous croyez que ça fait du bien au développement de l'enfant? Et l'inceste dans les familles, nous avons de multiples exemples, hélas, de ce genre de pratiques. Il y a des hétérosexuels qui font des enfants très tordus, très délinquants, même dans 98% des cas, c'est ce qui se passe. It's a case that defies belief and goes against every principle of parenthood. An Australian man and his partner purchased a baby boy in Russia in 2005, presenting themselves as a devoted pair of gay fathers. In reality, behind closed doors, they were sexually abusing the boy and allowing others to do the same from when he was less than 2 years old. On the weekend, Australian citizen Mark Newton was sentenced in the US to 40 years in prison. His partner, Peter Trong, is awaiting his sentence. When Task Force Argos raided Trong and Newton's Cairns home in October 2011, a mountain of material was discovered on encrypted hard drives and computer networks. It was handed over to US prosecutors. It took me personally 1 solid week working 10-hour days to get through all of the child pornography that was just the videos filmed in Australia, in France, and in different places across the United States. One video showed boy one performing sex acts on Newton with a disturbing level of sophistication when he wasn't even 2 years old. When the boy turned 5, in 1 month alone, Newton videoed himself engaging in sexual activity with boy one on more than a dozen different occasions. One way they controlled and manipulated this child was to appear to the outside world as a good parent. And one of the things they did was they trained this child how to answer questions from potential investigators. US authorities have found videos involving 2 more boys at Trong and Newton's Cairns home. I can't say too much about the identity of that child. I can say that the victimization of boy 2 occurred in Australia. We can confirm that this conspiracy we allege involving boy 1, boy 2, and others was international in scope. The authorities are now determined to track down every man who abused boy 1. A California sheriff announced Friday police arrested 2 women after they found 3 neglected kids inside their home just outside Salinas. Monterey County Sheriff Scott Miller told reporters police found an 8-year-old girl and 5- and 3-year-old boys living inside the home during a welfare check. The Californian reports the girl was chained down by her neck and one of her feet. Police say both the younger brothers looked malnourished, but the daughter was in even worse condition. The girl was reportedly, quote, skeletal thin and looked like she hadn't eaten much food in the last few months. Police say they believe the young girl was chained at times so that she couldn't reach any food. Police arrested 31-year-old Erica Craig and 42-year-old Christian Deanda last weekend on charges of false imprisonment and child endangerment. According to police, they were tipped off when the children had missed different appointments. The 2 older children were homeschooled, so there were no school attendance records for police to follow. Police say the home was cluttered and dirty. The local Society for Prevention of Cruelty to Animals also rescued 3 dogs, 6 cats, and other animals from the home. The animals reportedly had water, but not much food. Police also say the unnamed 8-year-old girl had to go to the hospital for 5 days because of her malnutrition. She and the 5-year-old boy were both adopted, while the 3-year-old was the biological son of one of the women. The Monterey County Herald reports both of the women were also expected to get married at the end of the month. Police say the children are being held in protective custody. Both suspects are expected to appear in court Wednesday.
Le Parlement russe interdit l'adoption d'enfants russes par des Américains. La Douma russe interdit l'adoption par les couples homosexuels et les célibataires étrangers. La loi a obtenu le soutien de 444 des 450 députés. Aucun n'a voté contre. Il l'avait promis, il l'a fait. Le président russe Vladimir Poutine a promulgué ce dimanche une loi punissant ce qu'il appelle la propagande homosexuelle devant mineurs. Les peines encourues vont de 100 € pour les Russes jusqu'à 2500 € pour les étrangers. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Douce France, cher homo de notre enfance, parce qu'on t'a fait confiance, on t'a gardé dans nos cœurs. De la tour Eiffel jusqu'au clocher d'un petit bout, t'as su rester au bout du jour pour nous mettre de bonne humeur. Oui, on t'aime, car avec toi pas de problème, tout est propre. Notre blanc et nos couleurs, douce France, cher homo de notre enfance. Oui, grâce à ton expérience, on te gardera dans nos cœurs. Homo, en France, on y est fidèle. Le FIO obligatoire à partir de 18 ans. Voilà, ouais, même avant, on peut commencer avant. Tout de suite, maintenant, égalité les droits. Tout de suite. Voulez-vous marier maintenant? Maintenant, tout de suite. Le mariage, c'est super compliqué, quoi, en fait, parce que j'ai compliqué les choses entre l'homosexualité. En plus, je suis bi, voire tri avec les animaux, tu vois, donc. On va se marier, nos enfants sont d'accord, tout va bien. Et vous... Qui a porté les enfants? Ça c'est sa fille, ça c'est mon fils. Oh cool. Voilà. Et donc c'est une famille recomposée pour l'instant, hein. Voilà, c'est ça. Et un jour vous en aurez peut-être un ensemble, c'est ça? Sûrement, je pense. Ouais, mais la société elle est pas prête pour ça, si t'as pas l'impression. Mais nous on est prêts, il y a des chemins de traverse de toute façon. De toute façon, je vais me marier avec une fille, avec une amie à moi. On va faire des enfants ensemble et chacun va faire notre vie de l'autre côté. C'est juste pour en préserver les enfants. Il faut être très amis pour ça, faut bien s'entendre. Ah, mais c'est ma meilleure amie. Bah, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'un père et d'une mère pour être heureux. Voilà, l'amour. L'idéal d'une famille, c'est l'amour, c'est pas une père, un mère, c'est l'amour, c'est le plus important. C'est ça. Voilà, c'est l'amour qui est plus important. Alors qu'est-ce qui fait le père à ton avis? C'est l'amour qui donne en fait à l'enfant. Mieux avoir deux pères qui donnent de l'amour qu'un père et une mère qui donnent pas l'amour. Une personne de même sexe adopte, ça veut dire qu'ils ont vraiment envie d'avoir un enfant et qu'ils se donnent à fond pour avoir un enfant, quoi. Ouais, déjà ils sont...
Voilà, que les mecs se féminisent, que les femmes se virilisent. Faisons un petit peu circuler, et aussi faisons circuler le ventre et la tête, puisque vous vous dites, voilà, les femmes sont merveilleuses parce qu'elles sont du côté du ventre, elles enfantent, etc. Puis les hommes, c'est le cerveau. Moi, je serais pour qu'on sorte un peu de cette partition naturaliste. L'utérus artificiel pourrait nous y aider, par exemple. Les femmes pourraient n'être plus que des cerveaux, les hommes pourraient louer des utérus pour faire des enfants. Voilà, je ne comprends pas la nécessité de cette uniformisation. Je me suis rendu compte qu'on parlait d'utérus artificiel. Et moi, on m'aurait parlé d'utérus artificiel comme ça à mon arrivée à Chicago. Jamais j'aurais mis Lucie dans un utérus artificiel. Jamais. Jamais. On est vite la proie de gens qui veulent faire du business, du commerce, des tests, des expériences. Les gens n'en ont aucune idée. C'est vrai que les gens n'en parlent pas, alors que mes recherches me montre qu'il y a des films, qu'il y a des gens qui sont en train de procéder à ce genre d'expérience, et que c'est quelque chose qui est là, qui existe, et personne n'en parle aujourd'hui. Suite à mes nombreuses fausses couches, j'ai pris l'habitude en fait de discuter sur un forum de femmes enceintes, comme il en existe beaucoup. J'ai commencé un petit peu à regarder tous ces forums. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. J'ai regardé sur des forums, j'ai parlé avec des filles, j'ai regardé des sites, voilà, mais bon, sans vraiment prendre ça au sérieux, mais un peu avec une anxiété de début de grossesse. J'étais un peu inquiète, je sais pas. Voilà. Et là, ils m'ont contactée par téléphone, en français, en me disant que effectivement, ils avaient une toute nouvelle méthode pour des femmes qui étaient dans ma situation, pour les faire accoucher avant le terme, et qu'ils avaient une sorte de couveuse dernier modèle, ce qu'on faisait de mieux, et qui me proposaient de me faire accoucher plus tôt. Ils me donnaient une solution qui me paraissait à ce moment-là celle qui me correspondait, c'était donner un support aux femmes qui aujourd'hui sont seules et qui doivent se débrouiller professionnellement et en même temps avoir leur rôle et jouer leur rôle de mère. Comme c'était une clinique très, très en pointe, enfin tout de suite, moi, voilà, quoi, je leur ai fait évidemment confiance. Pour moi, c'était un peu inespéré. Enfin, voilà, quoi. La clinique à Chicago ne voulait absolument pas me donner de documents visuels de mon bébé. Donc les seules images que j'ai pu prendre, c'est... en fait, j'ai pris moi-même une vidéo de Lucie dans sa couveuse. Il y avait une sorte de liquide, on m'a expliqué que ça reproduisait en fait le liquide amniotique maternel. Elle était intubée, c'était comme une couveuse mais qui reproduit le ventre maternel. C'est vrai que j'aurais peut-être pu avoir quelques doutes. Elle était complètement dans un liquide amniotique, mais c'est vrai que j'ai été mis en confiance, on m'a expliqué vraiment à quoi ça allait servir. Donc tout de suite, j'ai été vraiment encadrée, aidée. Donc je repars, et au bout d'une semaine, et quelques jours après, on m'appelle pour m'annoncer la nouvelle de la mort des Noirs. Voilà. C'est un matin, ils sont venus me voir en disant qu'il y avait eu un problème et que Lucie n'avait pas survécu. Moi, j'ai pris la décision en pensant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour mon enfant. Donc aujourd'hui, il y a cette première chose, c'était que je ne connaissais pas les risques. J'ai pris une décision sans connaître les risques que l'enfant pouvait encourir, et il y en avait beaucoup. Et j'ai dû beaucoup insister en fait pour avoir un document de la part de la clinique. Le labo, il met du temps à me répondre. Et puis ils veulent... Et puis finalement, j'ai droit à un document où on me dit avoir fait une fausse couche. Alors que bon, j'ai subi une césarienne. Donc je sais à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Enfin, pour moi, c'est clair. Donc, en revenant en France, je me suis rendu compte que ce que contenait le document ne correspondait pas du tout à ce qui s'était passé là-bas. C'est-à-dire que pour eux, j'avais fait une fausse couche. Ce qui est totalement faux.
J'étais venue justement pour que Lucie puisse venir au monde, pour qu'elle puisse être une enfant comme une autre, un petit bébé voilà, bien portant. Et du jour au lendemain, ça n'allait plus et elle était morte. Enfin, c'était affreux. C'était affreux et personne ne voulait comprendre que je veuille reprendre Lucie. Et on a eu beau... on a demandé à tout le monde, enfin on a insisté. Et en fait, je n'ai pas pu... Je suis repartie sans Lucie. Mais ils m'ont menti sur ce qu'ils ont fait. Ils m'ont menti. Plus tard, j'ai vu des images d'animaux. Je crois que c'était une chèvre. Elle baignait exactement dans le même liquide que Lucie. C'était exactement le même procédé, en fait. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que cette chèvre, elle n'était pas viable. Elle n'était pas viable. Et ils l'ont fait sur mon enfant. Mes recherches, peu à peu, m'ont amené à me rendre compte que j'avais peut-être subi une expérience qui était une des premières mondialement sur les humains, qui serait celle de l'utérus artificiel. Et c'est vrai qu'au moment où je signe cette décharge et où je décide de procéder à cela, alors que j'ai fait des études, je suis quelqu'un, je pense, de cultivé, d'informé, je n'en ai aucune idée. C'est quelque chose... Je me suis fait rouler, enfin, c'est tout simplement ça. Ils ont fait une expérience médicale sur mon bébé, de la même manière qu'ils avaient fait une expérience sur une chèvre. C'est exactement la même chose. J'en suis persuadée maintenant, j'en suis persuadée que j'ai été victime d'une expérience, que l'on m'a fait venir pour autre chose que ce que je croyais. Que mon bébé a servi à des médecins. J'avais juste été sur des forums, j'avais juste été sur des sites, et voilà qu'un institut de Chicago me contacte en me disant qu'ils ont des solutions à mes problèmes. On est très très vite des proies, quoi, des victimes. Dès qu'on est un peu fragile, j'ai l'impression que... Après-demain, on peut voir à quoi pourrait servir, si ça venait à marcher, l'intérêt économique qu'il y aurait derrière ça. C'est vrai que ça représente une manne financière pour ces gens-là. Enfin, ils avaient tout intérêt à nous tromper et à nous laisser croire que c'était bénin et qu'il n'y avait pas de risque. C'est une occasion de faire un petit peu le point sur les relations économiques entre Israël et l'Union européenne. On est dans une période un petit peu compliquée en Europe avec le problème de la zone euro,
et peut-être une récession qui s'annonce pour l'année 2012. Comment on arrive à se situer dans tout ça? Je pense que ça explique la présence de nombreux participants d'Europe, parce que quand il y a une crise en Europe, il y a également des opportunités ailleurs. Israël est un pays à forte croissance, avec 5% de croissance cette année. Il y a de nombreuses technologies qui peuvent permettre à des entreprises européennes d'avoir un avantage technologique. Il y a des potentiels de coopération intéressants. Et par ailleurs, pour les Israéliens, quand il y a une crise, il y a également des opportunités. Donc il y a des opportunités d'investissement. On a vu ce matin un groupe qui a parlé le groupe Assia qui a fait des acquisitions en Grèce. Donc parce qu'il y a une crise en Europe, il y a véritablement des opportunités d'investissement intéressantes. C'est ma dernière question. Vous jugez aujourd'hui Israël, vous voyez Israël continuer à avancer, conquérir les marchés internationaux? C'est une marche qui se poursuit? Il n'y a pas le choix. D'abord, le pays est trop petit pour rester en autarcie. Nous avons besoin des marchés internationaux. Les sociétés de high-tech font la grande majorité de leur exportation, de leur vente sur les marchés étrangers. Et il faut se rappeler que 80% de l'exportation israélienne est liée à la technologie. 4 présidents de la République côte à côte. Sur leur visage, une marque de rouge à lèvres. C'est la dernière provoque d'un site de rencontre extra-conjugale lancé aujourd'hui en France. Un peu plus loin, ces femmes en robe de mariée distribuent des tracts. On peut considérer ça comme honteux ou on peut considérer ça comme réaliste? Je trouve ça complètement nul. Vu que maintenant on parle de beaucoup de scandales avec les hommes politiques et tout ça, donc c'est une bonne idée commerciale en tout cas. Cette pub a été imaginée par celui qu'on appelle le roi de l'infidélité, Noel Biderman. Ce Canadien a créé un site qui compte 16 millions de membres dans le monde. Pour lui, les politiques sont des cibles parfaites. Cela fait 11 ans que je suis dans le secteur de l'infidélité. J'ai rencontré plein de profils différents. Mais les politiques, probablement à cause de leur personnalité et de leur rythme de vie, ont tendance à avoir davantage de relations adultères. Pour des millions de personnes en France, l'infidélité a permis en tout cas de sauver des millions de mariages. En France, plusieurs sites de rencontres adultères existent comme Glidden, qui revendique près d'1,5 million d'adeptes. Ces sites vont essayer de faire du buzz pour aller chercher des cibles qui correspondent exactement à cette idée d'infidélité, avec une transparence. Je suis prêt à être infidèle, tu es prêt à être infidèle, on se rend compte. C'est le marketing amoureux. Aucun afficheur n'a accepté de diffuser la pub. La bâche a été enlevée par les forces de l'ordre. Quant au risque de plainte des hommes politiques, le site dit assumer à 100%. Pour répondre, Madame, au début de votre question, comment j'en suis venue à cette position-là, d'abord, je crois par le travail que j'ai fait depuis 30 ans sur l'histoire de la maternité et sur le rapport parent-enfant. Il se trouve, et on peut l'observer tous les jours autour de nous, que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Je le disais tout à l'heure, toutes ne sont pas dotées d'un instinct spontané d'amour pour leur enfant. Et il y a des femmes, et j'en ai rencontré, qui adorent être enceintes, qui aiment ça, et qui pour autant n'ont pas envie d'assumer les responsabilités de l'éducation d'un enfant. Ce sont des femmes qui existent, on ne peut pas le nier. Et je connais, et vous connaissez par ailleurs, d'autres types de femmes tout à fait opposées, qui, elles, détestent l'idée d'être enceintes, ne font pas d'enfants pour ça, parce que ça n'est pas compatible avec leur possibilité psychologique, j'imagine, et qui pour autant aimeraient élever des enfants et s'en occuperaient, voilà. Et fort de cette donnée-là, je me suis dit, mais pourquoi, au fond, on part quand même toujours de l'idée que une femme est faite pour aimer les enfants qu'elle porte. Je n'en peux plus de ce préjugé naturaliste qui est démenti chaque jour. Il faut accepter la diversité parmi les femmes. Nous ne sommes pas toutes sur le même moule. Nous n'avons pas toutes le même désir. Nous sommes différentes parce que nous sommes humaines, justement. Et c'est dans cette diversité de désirs, de comportements, que au fond, j'ai puisé mes propres opinions et que j'ai reconnu ça. Donc, vous me dites marchandisation du corps. J'en ai assez qu'on me colle marchandisation du corps aussitôt que quelque chose ne plaît pas. Je pense à la prostitution, qui est un autre sujet qui m'occupe, mais je pense aussi à cette idée
de la GPA. Alors pourquoi moi je suis pour les raisons que vous avez commencé d'évoquer. Bonjour Elisabeth Badinter, philosophe, féministe aussi, et pourtant contre la loi que le gouvernement va proposer pour pénaliser les clients des prostituées et abolir la prostitution. Vous êtes contre l'abolition de la prostitution ? Radicalement contre, pour 3 raisons. La première, c'est que je pense que c'est totalement inefficace. En ce sens que, à part la pénalisation du client, c'est-à-dire lui qui va être frappé en premier, ce sont les femmes qui n'auront plus la possibilité, si elles le veulent, de louer leurs services sexuels. Vous pensez que c'est une liberté de se prostituer ? Oui, je réponds oui quand c'est une décision prise par une personne qui n'y est pas contrainte par un tiers. C'est sa décision, par exemple, d'une jeune femme qui est occasionnelle et qui, en fin de semaine, décide d'avoir 1 ou 2 passes pour avoir un peu plus de confort. Ça c'est la liberté, ça ne doit pas l'interdire, selon vous. Écoutez, oui, et c'était même une réclamation première des féministes historiques, du MLF, à savoir la libre disposition de son corps. Or, ça n'est pas vendre son corps, c'est louer son corps aux conditions qu'on souhaite. Elles peuvent décider de se consacrer pleinement à leur enfant, et je trouve normal qu'elles aient une allocation, mais elles peuvent aussi, et c'est le cas de la majorité des femmes, vouloir essayer de concilier à la fois la maternité et un job. Et je trouve normal que l'État n'impose pas un modèle. C'est une liberté qui doit être donnée à chacune d'entre nous. Et il faut dire aux jeunes femmes qu'il y a un risque. Non seulement le risque de ne pas retrouver de travail, mais le risque aussi de se retrouver dans un face-à-face qui ne vous remplit pas. Et je vais souvent au Jardin du Luxembourg, et très souvent on voit les femmes devant le bac à sable, avec leurs petits qui jouent dans le bac à sable, un regard assez vide, comme un ennui terrible. Bonsoir Gilles Bernheim. Bonsoir. Après l'Église catholique, après les protestants, après le Conseil du culte musulman, à votre tour, vous vous prononcez vous-même, en tant que grand rabbin de France, contre le mariage homosexuel. Est-ce qu'on a un front du refus de toutes les religions contre ce projet ? Je ne pense pas qu'il y ait un front du refus. Chaque religion argumente. La question n'est pas seulement d'être pour ou contre, mais d'argumenter, non pas au nom de convictions religieuses qui feraient que notre position domine celle des autres, mais argumenter dans un langage qui soit celui de la culture française, j'allais dire de la civilisation française, de sorte que tout un chacun, qu'il soit ou non juif, qu'il soit ou non croyant, tout Français puisse prendre position à partir de là. Alors, argumentons. Vous venez de remettre au président de la République un long texte de 25 pages intitulé « Ce que l'on oublie de dire ». Ce qu'on oublie de dire, par exemple, selon vous, c'est que l'on perd de vue l'intérêt général au profit de l'intérêt d'une infime minorité. Pourquoi est-ce que le mariage homosexuel est contraire à l'intérêt général ? La question d'abord, lorsqu'on emploie l'expression « intérêt général », est de savoir si cette proposition de loi concerne une majorité de gens ou une faible minorité. Et là, vous me permettrez de rappeler des chiffres, parce que ce même débat avait eu lieu à l'époque du Pacs. À l'époque du Pacs, qu'est-ce qu'on disait ? Qu'il était urgent de l'adopter, car on annonçait alors, c'était en 1999, que 5 millions de personnes voulaient se paxer. 5 millions de personnes. Des analyses de l'INSEE, il ressort aujourd'hui que 904 000 et un petit peu plus ont été signés entre 2000 et 2010. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a eu que 7% entre personnes du même sexe, c'est-à-dire 63 000 personnes. Donc vous nous dites que les homosexuels sont beaucoup moins et nombreux. Et non pas 500 000 comme on l'avait annoncé. Donc ils sont beaucoup moins nombreux qu'ils essayent de le faire croire. Pratiquer le Pacs. Et je pense que le raisonnement s'applique également aujourd'hui au mariage homosexuel. On parle de centaines de milliers de personnes qui seraient concernées. Si je m'appuie sur l'expérience du Pacs entre 1999 et 2010, puisque ma recension s'inscrit dans cette tranche de 10 ans, alors je pense qu'il faudra largement diviser par 10. Mais en quoi, Gilles Bernheim, en quoi le fait d'être minoritaire leur empêcherait de pouvoir se marier ? Non, d'abord parce qu'on est en train de changer la culture d'un pays. Ce sont des principes d'anthropologie qui font... Autrement dit, c'est un modèle de société qui est en train de changer.
Alors, est-ce que le modèle de société doit changer parce qu'il y a une petite minorité qui souhaite que la société change? Ça, c'est un principe sur lequel je m'interroge. Alors, ce qu'on oublie de dire, donc c'est le texte que vous avez envoyé à François Hollande, ce qu'on oublie de dire, dites-vous, c'est qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Oui, parce que là, on touche à cette expression que l'on entend souvent à propos du mariage homosexuel pour tous et de l'adoption d'enfants par les couples homosexuels, le droit à l'enfant. Permettez-moi de corriger d'un seul mot. Le droit de l'enfant, et pas seulement le droit à l'enfant. L'enfant n'est pas un objet auquel chacun aurait droit. Il a des droits. Il a le droit, lorsqu'il est adopté, d'être adopté par une famille où il y a un père, où il y a une mère, comme l'énorme majorité des gens qui vivent en France. Ce droit-là, au nom de quel principe le lui refuserait-on? Ça, c'est une première question que je me pose, parce que l'enfant n'a pas le choix lorsqu'il est adopté. Et donc, tout enfant a le droit d'avoir un père et une mère et de ne pas en être exclu. Ça, c'est une première chose. Sa réputation était trop entachée. Le grand rabbin de France a fini par démissionner ce jeudi. Gilles Bernheim avait de plus en plus de mal à se défendre ces derniers jours. Il a admis avoir commis plusieurs plagiats dans ses écrits et n'avoir jamais obtenu d'agrégation de philosophie. Gilles Bernheim s'est expliqué devant le consistoire à Paris. Le président de cette instance lui a toutefois rendu hommage. Je demande aux Juifs de France aujourd'hui de savoir continuer à respecter le travail qu'a fait le grand rabbin Gilles Bernheim et de savoir continuer à faire confiance à nos institutions, à notre institution consistoriale et à leurs différents responsables à travers la France. C'est une crise grave pour le consistoire de France qui représente la première communauté juive d'Europe. Gilles Bernheim sera remplacé provisoirement par le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim. Je crois que la laïcité, c'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Donc la République doit leur offrir... la religion à la maison. À la maison, oui. Non, chaque enfant doit pouvoir accéder à des lieux qui lui permettront lui-même ensuite de faire son choix. Mais ne prenez pas c'est le cadre de l'école publique. C'est le cadre de l'école publique. Parmi les élèves, une invitée un peu particulière. À quelques semaines de l'examen du texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement pourront se marier des gens qui s'aiment même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. Deux poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Et de quoi ça parle? Qu'est-ce qui est important dans l'histoire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire à votre avis? Dans cette histoire, c'est deux garçons. Dans les contes de princesse et princesse, c'est une fille et un garçon qui s'aiment. C'est un film qui a été créé pour ceux qui aiment, par exemple, un gars et un gars et une fille. Donc c'est fait que pour ces personnes-là? Non, mais c'est pour... ça parle de l'homosexualité. C'est une histoire d'amour entre deux garçons. Ils ont 9 ou 10 ans et leur institutrice estime qu'ils ne sont pas trop jeunes. Ils ne sont pas encore rentrés dans l'adolescence. C'est un sujet
qui ne les fait pas rire encore ou qui rend pas nerveux. Enfin voilà, ils sont plus spontanés en fait à cet âge-là. En annonçant la projection, elle s'est rendue compte que tous connaissaient le mot homosexualité et sa signification. Un seul élève a alors eu une réaction de rejet. Tous ont réfléchi. Si deux garçons s'aiment, c'est pas un défaut? D'accord. Bon, tu pensais que c'était un défaut au départ? Bah ouais, un peu, mais non, pas du tout. On peut aimer la personne qu'on veut. C'est vraiment une question d'éducation, la lutte contre l'homophobie, qui a des conséquences assez graves après au collège. Et c'est dès le primaire qu'il faut en parler. Et on se rend compte quand on explique ce que c'est, ça résout en fait le problème. Malgré sa poésie, le court-métrage a choqué. Des associations, des hommes politiques outrés qu'on ose parler homosexualité à l'école. Le ministre estime que le film n'a pas vocation à être diffusé en primaire, mais il ne l'a pas interdit. À Morlaix, les parents n'ont rien entrepris contre la projection, mais ils se sont posé des questions. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord parler de sexualité avant d'homosexualité? Ils n'ont pas encore eu ce programme-là à l'école. Faut-il parler homosexualité à des enfants de CM2? Les psychiatres sont partagés. Selon Didier Lauru, la sexualité des adultes ne regarde pas les enfants de cet âge. Il y a déjà tellement de sollicitations par les discours des adultes autour d'eux qui parlent de sexualité un peu trop crûment, un peu trop facilement devant les enfants. Il y a les images, sans parler de la pornographie auquel ils peuvent, vous le savez, avoir accès de plus en plus facilement malgré les protections. Donc je pense qu'il ne faut pas en rajouter, même si c'est sous forme d'un dessin animé, de formes qui sont plus adaptées à leur âge. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de l'expérimentation qui est conduite ici. Dès les premières semaines d'installation dans mon ministère des droits des femmes, j'ai pensé à venir voir de plus près comment cela se passait et quels résultats cela donnait. Pourquoi? Parce que ça rejoint une de mes réflexions absolument évidentes, c'est qu'aujourd'hui, si on veut faire l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut agir sur les mentalités et dès le plus jeune âge. Parce que si vous vous retrouvez encore aujourd'hui avec de telles inégalités professionnelles, avec du sexisme, avec des violences faites aux femmes, c'est parce que dès le plus jeune âge, la société a assigné aux femmes et aux hommes des rôles très différents qui favorise malheureusement l'inégalité. Et donc ce que fait la crèche ici, c'est-à-dire apprendre dès l'âge de 2 ans, 3 ans aux enfants qu'on peut, même quand on est un garçon, laver les bébés, leur mettre les couches, on peut même quand on est une fille jouer aux soldats, à la guerre, et que le mieux finalement pour l'équilibre harmonieux des deux sexes, eh bien c'est que chacun tire parti de toutes les qualités, toutes les potentialités possibles. Ça va vraiment dans le bon sens pour moi. Finalement, c'est aussi ça l'intérêt de la visite des deux ministres, c'est peut-être de nous aider à développer ce projet, non seulement dans les crèches départementales. Alors en même temps, on ne peut pas dupliquer comme ça ce projet sans lever un certain nombre d'obstacles. Il y a des réticences, elles concernent parfois les parents, elles concernent parfois les professionnels, et donc il faut travailler, il faut parfois modifier, y compris même la formation des professionnels, et donc il y a aussi des aspects réglementaires sur lesquels les deux ministres peuvent nous aider.
They call us the Cowboys from hell. But what I want to hear right now is the people of Moscow. Hey, 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 go do it! I did not have sexual relations with Ms. Lewinsky, and I'm staying on my former statement about that. If she said... my statement is that I did not have sexual relations as defined by that. Я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Russia has seen its share of disappointment since the breakup of the Soviet Union in the 90s. The disparity in the distribution of wealth between the rich and the poor continues to grow. Living conditions for many millions are quite literally in tatters. And as Russia feels the effects of the financial crisis, many fear the situation will worsen. Galina Lebdova has assurances from her local council that repairs are on their way. While Oksana Kalamova despairs at the dilapidated, mosquito-ridden living conditions she's forced to raise her grandchildren in. We have to cover her with a blanket to save her from the bites. It's really hard for me. I'm only 40 years old. I was left without a job and it just kills me that I cannot help my grandchildren.
Alors mes chers amis d'Arabie Saoudite, il ne s'agit pas de chercher à imposer un modèle unique de civilisation. Ce serait répéter une fois de plus l'erreur tragique qui dans le passé a provoqué tant de malheurs. Ce serait nier les identités. Ce serait susciter non la paix et la fraternité mais la violence, car rien n'est plus dangereux qu'une identité blessée, qu'une identité humiliée. Une identité humiliée, c'est une identité radicalisée. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. C'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. Et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. Alors j'ai une solution, hein? Pourquoi les Noirs et les Blancs se mélangeraient pas, hein? Les femmes noires coucheraient avec les hommes blancs, les femmes blanches coucheraient avec les hommes noirs. Comme ça, dans 3 générations, eh ben on est tous métis, on est tous café au lait, tous pareils, tous unis, pour aller péter la gueule à ces salauds de Chinois. Et ce soir, tenons-nous la main, ne faisons plus qu'un contre les Chinois. Ce soir, pensons à demain, quand nos petits gamins seront chinois. Gilles Duflo vous dit pourquoi vous ne vendez pas l'hôtel particulier 1 € à la région, c'est ce qu'elle dit là. Oui, je dis qu'il y a schizophrénie entre madame la ministre du budget qui vend de propriété de l'État très cher et madame la conseillère régionale qui trouve qu'on l'achète trop cher. Mais on ne le vend pas très cher justement. C'est une superbe affaire pour la région puisqu'elle est déjà locataire de la moitié du bâtiment. Donc il faut qu'elle l'achète à l'État pas cher, parce que l'État lui vend pas cher, et qu'elle le revende plus cher, et qu'elle puisse ensuite déménager dans un beau quartier, beaucoup moins cher pour faire des économies. Voilà, vous savez en direct la révélation, Madame Pécresse n'est pas d'accord avec ses collègues qui protestent contre l'achat par la région. Mais non, c'est le contraire. Ah, bah voilà, tout va bien. Madame Duflo, ne déformez pas, parce que c'est les Verts. Les Verts, ils lui font dire le contraire de ce que vous pensez. C'est merveilleux. Non, je dis qu'il faut acheter cet hôtel ou pas. Je dis qu'il faut que l'argent profite du fait que l'État vend pour vendre avec nous, parce que c'est le seul moment où on peut faire une bonne affaire. C'est maintenant. Maintenant, on peut faire 20 millions d'euros de bonne affaire.
L'État ne peut pas vendre tout seul. L'État a vendu déjà. Je vais poser une autre question à Madame la Ministre. Est-ce que vous êtes d'accord pour Elle a une langue bien pendue, c'est terrible. Qu'est-ce qu'elle est bavarde, elle est bavarde, elle est bavarde. Et puis elle dit J'en ai rien à faire, moi, de l'hôtel particulier. Je veux dire la vérité. La vérité, c'est que l'État peut vendre à personne d'autre qu'à la région. Oui, et la vérité, c'est que maintenant que la région a racheté, elle peut faire une très bonne affaire pour le contribuable francilien, revendre et partir à la porte de l'Épatignolles où on l'attend avec bonheur et où les prix sont à 400 € du bâtiment. Mais vous y travaillez pas du tout. Mais pour ça, il faut acheter. C'est de l'hypocrisie. Vous rapatriez tous les bâtiments rue du Bac, rue du Général Bertrand. Vous faites un village régional dans le 7e. Alors là, Madame j'adore. C'est Vous êtes mal à l'aise des déclarations de vos collègues. Ça, je peux comprendre. Donc, il faut acheter. Quand on défend le droit au logement, on ne paye pas 700 € du mètre carré pour installer les services de la région. Est-ce qu'il faut acheter ou pas, Madame Pécresse? Il faut vendre. Il faut acheter, donc. Acheter ou vendre, faut choisir. Hein. Vous avez compris, ils sont dans une position intenable. J'adore. Il y a des moments où on se met tout seul en situation insupportable et là, ils ont bien réussi. Sur cette table, plus d'1 million d'euros. 6 lingots d'or. C'est la plus grosse saisie financière issue d'un trafic de drogue. Une partie de cet argent, 375 000 € exactement, a été retrouvée dans des coffres et sur des comptes au nom de Florence Lamblin. Elle est l'adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris. Cet élu d'Europe Écologie Les Verts vient d'être mis en examen pour blanchiment d'argent en liaison avec un trafic de drogue. Vous avez les trafiquants de stupes, le pivot central qui récupère l'argent et qui le donne à des clients qui ont besoin de cash, etc. De cette ampleur-là, oui, c'est une des premières qui a été faite en France. Ouais. L'enquête a donc bien 2 volets. La drogue d'abord. 8 tonnes de cannabis en quelques mois provenant du Maroc. Elle transitait par l'Espagne puis était vendue en région parisienne. L'argent ensuite. Frauduleux, il partait vers la Suisse. Une société financière qui avait pignon sur rue en plein cœur de Genève servait d'intermédiaire avec des comptes suisses. L'un de ces comptes appartenait à Florence Lamblin, mais son avocat clame aujourd'hui l'innocence de sa cliente. Elle a un compte en Suisse qui n'est pas d'ailleurs complètement un compte qui lui appartient, puisque c'était un compte de sa famille. Bon, alors, moi, je suis tout à fait pour la procréation médicalement assistée. Je suis aussi pour la gestation médicalement assistée. Oui, c'est ça, la grossesse pour autrui. Oui. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase Oui, que je vais rappeler. Je vais juste la rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Alors, même les féministes ont été très choqués, même les pro-mariage gay ont été très choqués. Mais ils ne m'ont pas compris, ni les féministes, ni les pro-mariage gay, ou certains n'ont pas voulu me comprendre. Qu'est-ce qu'on croit que j'ai voulu dire? Que le ventre des femmes était à louer? Que c'est ce qu'il fallait faire? C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire précisément le contraire, à savoir que les femmes étaient maîtresses d'elles-mêmes et de leur destin, et qu'on ne pouvait pas les empêcher de porter un enfant pour autrui si elles le voulaient. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit que, oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine, d'autres pour être... C'est comme un travail, la maternité et l'enfantement, vous le comparez à une sorte de travail, c'est ça, vous le désacralisez, vous le déshumanisez un peu. Arrêtons, n'employons pas de grands mots, là. Non, je ne veux pas dire ça, je veux dire que les femmes et les hommes, tout le monde a le droit de ce qu'il fait de son corps, de faire ce qu'il veut de son corps. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Je veux dire que les femmes sont libres.
Mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. Et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui oserait revendiquer, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu, c'était sur les jeunes ou quoi? Non mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet, sans être diabolisé. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui? Vous. Oui. Donc, qui ne laisse pas l'autre. Qui ne laisse pas l'autre. C'est chacun son tour, dans la liberté. C'est un système autoritaire au service de la liberté. Qui en a besoin? C'est vous qui le dites. La forme, les mots qu'on utilise est en relation très stricte avec ce qu'on dit. Vous ne faites que prôner le mensonge, enfin. Jacques de Guibon. Je suis assez stupéfait par le cynisme de Maître Lévy. Je trouve que vous êtes vous faites le défenseur d'un genre d'ancien régime. Quand on voit Luc Ferry, là, on a l'impression vraiment d'être dans des salons 18e roulants où chacun va sortir ses petites histoires sur le machin, mais qui est un monde intouchable parce que c'est un monde politique au-dessus ou de dominant, etc. Et on n'a pas le droit de faire craquer. Et on a envie de comité de salut public quelquefois quand... C'est vrai. Tout le monde dit la dictature Ben Ali. C'est vrai, c'est incontestable, c'est la dictature. Excusez-moi, il y a encore 6 jours, Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, vous imaginez ce que c'est, disait ce n'est pas une dictature. Et quand on sait quelles sont les activités auxquelles se livrait Monsieur Mitterrand en Tunisie, il aurait dû se taire. C'est ignoble, c'est une abjection, l'attitude de Monsieur Mitterrand. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Les coulisses de la politique avec Christophe Jacubizzi, enfin coulisses, bas-fond peut-être, de la politique. On l'a dit ici souvent, vie publique, vie privée. La ligne de séparation entre vie publique et vie privée risque de devenir de plus en plus poreuse. Mais cette fois-ci, Christophe, c'est plus grave. Oui, et tout est parti d'une déclaration énigmatique de Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. C'était lundi soir sur Canal+. Le mieux, c'est de le réécouter. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Alors plusieurs choses. On sort là du débat vie privée, c'est incroyable, du débat vie privée, vie publique. Il ne s'agit pas de vie privée là, il s'agit d'un crime, d'un délit. Donc évidemment, on doit en faire état. Deuxièmement, Luc Ferry, s'il dit vrai, il est susceptible d'être poursuivi. Parce qu'il y a un article du Code pénal qui sanctionne la non-dénonciation de crime, même d'ailleurs si ce crime a lieu dans un autre pays, en l'occurrence apparemment le Maroc, la justice française pourrait s'en saisir. Deuxièmement, s'il raconte n'importe quoi, il est aussi susceptible d'être poursuivi, attaqué pour diffamation. Bon, d'ailleurs, si la justice fonctionne normalement maintenant, on attend que soit un procureur français s'en saisisse, puisque comme je vous le disais, il n'y a pas de territorialité pour des crimes sexuels, notamment qui touchent les enfants. Et deuxièmement, un juge marocain aussi va pouvoir s'en saisir. Troisièmement, on entend Luc Ferry, il y a aussi un ancien Premier ministre qui est complice de non-dénonciation, puisque c'est par un Premier ministre qui l'a appris. Quatrièmement, il y a aussi la question de la prescription. Est-ce que le crime dont on parle est prescrit ou pas? Alors, un rappel des faits, il y a une loi de octobre 2004 qui prévoit que la prescription, maintenant, elle est de 20 ans après l'âge de la majorité de la victime. Donc jusqu'à 38 ans, si on était victime d'un viol, on peut porter plainte. Comment se fait-il, Christophe, que cette affaire sorte maintenant? Alors, elle ne sort peut-être pas maintenant. Ah bon. Figurez-vous que c'était sur RMC, il y a 2 ans, dans Les Grandes Gueules, Yves Bertrand, l'ancien directeur des renseignements généraux, donc des services secrets, parlait
d'une affaire de pédophilie concernant un ministre. On l'écoute. Il est possible que j'ai évoqué auprès de mon autorité hiérarchique, c'était pas la justice. Hein, d'accord, ouais, bien sûr. Oui. Je ne suis pas officier de police judiciaire, je n'avais pas l'habilitation d'officier de police judiciaire. Donc il est possible, probable que verbalement j'en ai rendu compte à une autorité, à mon autorité hiérarchique. Je dis bien mon autorité hiérarchique. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Mais il n'y avait pas eu de suite judiciaire. Alors il ne s'agit peut-être pas de la même affaire, en tout cas il parle bien d'une affaire similaire dont ses services avaient eu connaissance et il en avait référé aux autorités politiques qui n'avaient rien fait. Mais vous dites quoi en substance, Christophe, ce matin? Qu'un Premier ministre et un ancien ministre s'autorisent comme ça à étouffer un scandale grave? Apparemment, si Luc Ferry dit vrai, c'est le cas, ce qui est quand même inadmissible. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, cette affaire ne va pas s'arrêter là. D'abord parce que, je vous le disais, Luc Ferry s'est mis dans un corner et qu'il va devoir en dire plus. Ensuite, que des noms déjà circulent sur Internet. Enfin, que des associations de victimes, d'enfants, vont porter plainte, ce qui est très bien. Au Maroc, par exemple, Najat Anvar, la présidente de l'association marocaine de défense des enfants, dit « touche pas à mon enfant », annonce qu'elle va porter plainte contre X. Et en France, pareil, Martine Brousse, la directrice de l'association La Voix de l'enfant, envisage de porter plainte, et c'est tant mieux. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai.